Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais prendre la parole pour parler aussi d'erreurs aquariophiles. On en parle peu parce qu'il y a aussi ce tabou-là sur Internet où malheureusement, parler de ces échecs, c'est parfois mal vu. On fait tous des erreurs et parfois ces erreurs, c'est d'ailleurs même souvent comme ça, qu'on aurait pu éviter très simplement. Malgré tout, je trouve ça très important de prendre la parole et de vous en parler parce qu'à mon sens, comme a pu le faire avant moi Tanguy il y a quelques années maintenant pour parler de la perte d'un groupe de loricaridés ou pour aujourd'hui moi de parler d'un accident, c'est super important parce que ça permet aussi de se rendre compte des limites de chacun, de voir qu'on n'arrête jamais d'apprendre et que malheureusement, même si ça fait quelques années maintenant que j'élève ces poissons, que je les reproduis, etc., il m'arrive toujours de faire des erreurs. On verra aussi comment j'aurais pu éviter ça, parce que oui, j'aurais pu l'éviter, mais l'idée aujourd'hui, c'est de retracer un petit peu tout ce parcours-là. J'espère que la vidéo va vous plaire. Aujourd'hui, j'en parle avec vous parce que voilà, j'ai vraiment cette volonté d'en discuter avec vous. J'espère que vous comprendrez. Et aussi, j'aurais pu ne pas en parler, hein, faire comme si c'était rien passé. C'est pas trop dans ma nature. Vous le savez, je vous parle toujours de tout ce qui se passe dans la fiche room. À chaque fois que j'ai eu des pertes et autres, je vous en ai parlé, comme je vais le faire aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important et c'est partie de cette transparence-là que j'ai envie d'avoir avec vous. N'hésitez pas à en mettre vos propres témoignages, à expliquer ce qui a pu vous arriver dans les commentaires et de m'expliquer un petit peu vos péripéties qu'on puisse produire. C'est vrai que voilà, c'est très malheureux. Malheureusement, c'est les poissons qui en subissent les conséquences. Donc c'est dommage et il faut essayer d'éviter ça un maximum. On va commencer par un sujet assez joyeux. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je vous parle de discus sauvages. Je vous avais fait un tuto sur la maintenance de discus sauvages il y a quasiment 2 ans. Ça aurait beaucoup évolué aujourd'hui si je vous en referais une. D'ailleurs, on en fera certainement une. Mais le principe de ce que j'avais envie de dire, c'est que évidemment, pendant toutes ces années, enfin ces 2 années du coup, j'ai complètement évolué, j'ai beaucoup appris. Et ça nous en est arrivé aujourd'hui à pouvoir avoir la chance, parce que oui, c'est en partie de la chance, la reproduction de discus sauvages et donc d'avoir un couple qui est en bac d'élevage juste à côté. Et les premières pontes se sont déroulées dans le bac communautaire avec des paramètres dont vous allez à peu près halluciner parce que oui, pour des couples de discus sauvages, c'est pas trop commun que je vous dise ça. Mais en gros, globalement, on avait un pH à 7,5, une conductivité à plus de 600 microsiemens. Donc on avait une eau dure, j'étais à 100% d'eau du robinet et malgré ça, il y a eu ponte de discus sauvages. Deux très beaux discus sauvages, donc deux IK, dont la femelle qui est raide, donc qui est un rouge très intense, le mâle qui est plutôt brun, mais qui est très gros, qui a une barre très très présente, de IK. Donc je suis sûr qu'on va pouvoir sortir des très très beaux F1. Donc j'étais très très content d'avoir cette ponte là. Tout de suite j'ai commencé à mettre en place le bac de reproduction. À savoir que mes bacs de reproduction à la base j'ai 3 cuves. Donc dans l'idée je pourrais accueillir jusqu'à 3 couples en même temps qui reproduisent et 3 cuves pour le grossissement des jeunes. Maintenant, dans cette fiche room là, je ne suis pas du tout dans l'optique de vouloir faire de la reproduction en grand volume, de vouloir faire de la reproduction à but commercial ou autre. L'idée, c'est vraiment, comme vous le savez, hein, de toute façon, vous l'avez vu, c'est de faire des reproductions de façon anecdotique sur des poissons qui me font kiffer. Je ne vais pas reproduire n'importe quel poisson simplement pour faire de la vente de poissons. Donc, j'ai préparé ces cuves de reproduction. Donc, on était avec une eau du robinet dans le bac communautaire. Il fallait évidemment qu'il y ait une eau similaire dans le bac de reproduction au début, en tout cas à l'introduction. Donc, j'ai mis de l'eau du robinet aussi dans le système, dans les bacs de reproduction. Et j'ai mis donc directement le couple. À ça, on a suivi très vite ponte dans ce bac-là, sauf qu'en fait, la ponte a eu lieu 3 jours après. Et moi, tous les jours, j'ai fait à peu près 50% de changement d'eau dans les cuves. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que mes cuves de batterie, moi j'ai 3 cuves en fait, les unes à côté des autres. J'en ai lié 2 sur une décantation. Et du coup, j'avais 2 cuves de 70 litres, des 50 par 45 par 40. Qui étaient donc reliés sur une décantation. Donc pour faire ce changement d'eau de 50%, je changeais 70 litres d'eau de la cuve qui était vide. Donc je coupe la vanne, je change toute l'eau, je mets de l'eau osmosée et je relance le système. J'ai fait ça 3 jours de suite. On a atteint donc une conductivité d'environ 200 microsiemens à la fin et le pH était aux alentours des 7 quand même. Le pH ne chute pas trop quand la conductivité est basse si vous n'avez pas de support pour fixer le pH, donc par exemple des feuilles de catapa, un peu de tourbe ou autre. Moi ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai mis de l'extrait de tanin dans les bacs pour essayer d'adoucir encore le pH. Donc on a baissé un petit peu le pH comme ça, mais globalement ça n'a pas joué énormément, ça a permis surtout d'avoir une meilleure fécondation. Donc pour la deuxième ponte de ces discus sauvages, elle a eu lieu dans le bac de reproduction avec une conductivité dans les 200 microsiemens. Et là, banco, on a réussi à avoir des jeunes. Là, on a suivi 3 jours avant la naissance, donc les parents, super bons parents. Évidemment, grosse période de stress au début. On ne sait pas si le couple va être un bon couple ou pas, parce que parfois les parents ne s'en occupent pas. On a de la chance d'être face à des parents sauvages, et donc souvent on a des poissons qui s'occupent relativement bien des bébés. Au bout d'à peu près 48 heures, 72 heures, les œufs sont donc éclos. On a eu les larves qui étaient complètement fixées contre le cône. Maintenant, on va pouvoir voir aussi par rapport à mon installation ce qui a amélioré, ce que j'ai amélioré aussi au niveau de la ponte qui va suivre, dont on parlera après. Voilà, il y a eu le décollage des jeunes. Les petits sont allés commencer à se fixer sur les parents.
J'ai perdu quelques jeunes à cette période-là, je vous en parlerai dans fin de vidéo quand on parlera de la nouvelle ponte, pourquoi j'en ai perdu. Rien de dramatique, hein, on avait une cinquantaine d'alevins qui venaient juste de naître, il y en a une tête dizaine qui sont morts, pas qui sont morts de façon naturelle, qui sont morts de façon des causes d'accidents justement aspirées par la filtration. Le système n'aurait pas dû faire que les petits auraient pu être aspirés, maintenant il y a eu cette erreur, vous allez comprendre plus tard justement pourquoi. Donc du coup il me restait quand même un peu plus d'une cinquantaine de jeunes, donc une portée qui est totalement raisonnable pour une seconde ponte en plus d'un couple. Et en plus de ça, les parents s'en occupent très bien, donc parfait. La femelle est très défensive sur les jeunes, donc les jeunes sont en sécurité, etc. C'est vraiment le top du top, je ne pouvais pas rêver mieux. Au bout du 3e jour de nage libre, j'ai commencé à donner des Nopli d'Artemia. Et donc à partir du 3e, 4e jour, j'ai donné environ 10 fois par jour des petites quantités de Nopli d'Artemia. Pourquoi j'ai commencé aussitôt? Pour la simple et bonne raison que j'avais envie d'avoir un bon grossissement. Il faut savoir que certains éleveurs vont vous conseiller de donner des Nopli d'Artemia à partir du 6e, 7e jour de nage libre. Et pourquoi moi je vous recommanderais de commencer plus tôt? Tout simplement parce que plus tôt ils vont être confrontés, plus tôt ils vont commencer à s'y intéresser. Donc admettons que les poissons commencent à manger des Nopli d'Artemia à partir du 7e jour, mais que finalement certains auraient pu commencer à partir du 5e, il y en a qui vont prendre du retard. Et même à partir du 7e jour, ils vont prendre plus de temps à détecter que ce sont bien des trucs à manger et que ce sont bien des êtres vivants à manger. Bah oui, parce que pour eux, même si c'est instinctif, c'est pas automatique d'aller manger et d'aller chasser ces petits Nopli d'Artemia. En plus de ça, c'est très important de voir que même si vous avez que quelques larves, quand vous allez donner à manger, c'est de donner à manger généreusement à des jeunes et de ne pas donner simplement quelques petites gouttes de Nopli d'Artemia. Pourquoi généreusement? Parce que si il n'y en a pas assez, les petits qui sont un petit peu débiles ont du mal, ils viennent de naître, ils n'ont pas formé. Bah, ils ont du mal à aller chercher ces jeunes Nopli, donc du coup il faut les aider, et en les aidant on va juste leur en mettre plein. Donc quand ils sont baignés dans les Nopli d'Artemia, vous êtes sûr qu'ils vont les manger et vous êtes sûr qu'ils auront une bonne alimentation. À ces moments-là, jusqu'à une dizaine de jours, il faut vraiment gaffe et bien surveiller de voir que les alevins vont manger les Nopli d'Artemia, donc ils vont avoir le ventre orange qui vont commencer donc à manger en fait les Nopli d'Artemia. S'ils ont l'intérieur du ventre orange, s'ils ont une petite tache orange dans le ventre, c'est qu'ils mangent, et ça c'est bon signe. Toujours, n'hésitez pas à surveiller aussi, il faut qu'ils aient un ventre assez gonflé. Si le ventre n'est pas gonflé, ça veut dire qu'ils mangent relativement mal, c'est pas top. Et aussi, évidemment, on nourrit en abondance, donc une dizaine de fois par jour, c'est le mieux. Pour ça, il y a plein de techniques différentes, ce sera le sujet d'une autre vidéo sûrement. Mais en tout cas, voilà, le mieux c'est de nourrir en grande quantité de façon abondante. À partir de 15 jours, arrive une étape qui peut parfois faire aux gens des erreurs à mon sens, surtout quand c'est des premières pontes. On va, quand on est un éleveur expérimenté, pouvoir retirer les parents à partir du 15e jour, 16e jour, pour éviter d'avoir une transmission parasitaire entre le patrimoine parasitaire des parents et des alevins. Moi, je trouve que c'est un peu une erreur dans un sens parce que quand on a un jeune couple, on a souvent des parents qui s'occupent bien des jeunes quand ils ne sont pas encore épuisés, etc. Et donc, s'ils s'en occupent bien, il faut les laisser avec au moins jusqu'au mois, à la fin du mois, parce que ça permet d'avoir un support alimentaire de plus, parce que les petits se nourrissent sur le dos des parents. Donc, si on donne même beaucoup de Nopli d'Artemia, il y a toujours des périodes où les petits vont les butiner sur les parents. Et moi, je considère qu'à partir du moment où ils continuent à manger sur les parents, c'est intéressant de les garder avec eux parce qu'au moins, on est sûr qu'ils continuent à bien s'alimenter. On n'est pas des industriels, on n'est pas des professionnels. Moi-même, je ne suis pas professionnel dans le discus. Et donc, forcément, j'aurais pas la compétence d'être là en permanence à donner à manger toutes les 5 minutes. Même si je suis beaucoup présent dans la fish room, je ne suis pas là H24. Donc, du coup, pouvoir, parfois, quand je vais nourrir 8 fois par jour au lieu de nourrir 11 fois par jour, ou voilà, en règle générale que je suis pas là, quoi, avoir quand même ce support où les parents puissent nourrir les jeunes, je trouve ça intéressant. Donc on garde les jeunes avec les parents jusqu'à à peu près un mois. En tout cas, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Comme vous avez pu le voir avec toutes les évolutions vidéo par vidéo, là, en fait, vous avez vu qu'il y a un très bon grossissement. Les poissons sont très gros et au bout d'un mois, on a des poissons qui font à peu près 3 cm. Ils font une très belle taille. Une très belle taille, 3 cm avec la queue, hein, bien sûr, vous le voyez en image de toute façon. Et donc on a des poissons qui sont très gros, qui ont une croissance globalement homogène. Donc on est sur un bon grossissement. On n'a pas de poisson qui hyperventile, qui respire trop vite, avec des ouïes déformées. Quasiment aucun poisson a des nages, est déformé, ce qui montre justement un très bon grossissement, des parents qui se sont occupés très bien et aussi très peu de transmission parasitaire. Parce que oui, là le problème c'est que parfois certains couples ont beaucoup de poissons déformés à cause d'une transmission parasitaire, souvent les vers de branchies, où du coup ça se transmet sur les jeunes, on a les ouïes qui se déforment et ça peut être dramatique. Évidemment, pendant toute cette période-là, les changements d'eau c'est tous les jours. Évidemment, les changements d'eau c'est très important, donc du 3e jour au 15e jour, on va faire des changements d'eau de 50% à peu près du bac, et puis du 15e au 30e jour, on va faire des changements d'eau de 100% du bac. Là, c'est super important de le prendre en compte. Si vous ne faites pas des gros changements d'eau, vous allez avoir beaucoup de pollution, surtout que vous allez beaucoup nourrir. Donc, il faut faire des bons gros changements d'eau. Évidemment, ce changement d'eau, et c'est là que va venir l'erreur, il faut que ce soit une eau qui soit à la même température.
Parce que si vous avez un gros changement de température, ça ne le fera pas. Vous comprenez bien que si vous commencez à faire des changements d'eau avec une température à 15 degrés avec l'eau que vous allez remettre dans le bac, ça va créer du stress pour vos poissons et vos poissons ne vont pas du tout s'en sortir bien. Donc il faut que la température de l'eau que vous allez mettre dedans soit à bonne température, que l'eau soit bonne et la même que dans le bac. Évidemment, vous mettez votre bac donc à l'eau du robinet. L'eau de vos changements d'eau, c'est de l'eau du robinet. Si vous avez les paramètres qui le permettent, en règle générale, vous avez les paramètres qui le permettent. Certaines zones en France ne les ont pas. Dans ce cas-là, il faudra mettre de l'osmosée. Mais bon, ça touche une minorité des gens. En général, l'eau du robinet convient très bien. Personnellement, pour avoir une bonne eau du robinet, je la fais passer sur un filtre micron et charbon. C'est un petit filtre qui coûte une trentaine d'euros sur Mano Mano. Voilà, c'est pas du tout fait pour l'aquariophilie de base, en tout cas je ne crois pas. Mais par contre, ça fonctionne très très bien. Les membranes micron, je vais les changer tous les 6 mois avec mon débit parce qu'on voit qu'elles s'encrassent en fait avec le temps. Donc si elles s'encrassent, ça veut dire qu'il y a bien des choses à enlever de notre eau du robinet. Et donc c'est pour ça que j'utilise ces filtres là. En plus de ça, mon eau, je la mets dans une cuve tampon qui va être chauffée et qui va être filtrée pour avoir vraiment la meilleure eau possible pour mes poissons. Et donc ensuite, je fais mes changements d'eau avec cette eau-là où ce bac, il y a de l'eau en permanence chauffée et filtrée pour avoir la meilleure eau possible à mes alevins. Un mois et demi où là, il s'est produit un vrai drame et c'est là le sujet de la vidéo où j'ai fait une grosse erreur. Je m'en suis énormément voulu, j'ai pris du temps à m'en remettre parce que j'ai perdu tous les poissons. Je vais vous remettre un peu dans le contexte. Donc cette cuve là qui me sert de cuve tampon pour mon eau du robinet est une cuve qui est au-dessus l'aquarium. Et donc en fait ce qui se passe c'est que cette cuve là il faut bien la remplir. Parce que j'avais pas fait de reproduction avant, j'avais pas trop creusé le sujet, même s'il y a plein de moyens d'avoir des systèmes plus sûrs pour le système de remplissage de cette cuve là. On en parlera juste après. Du coup, je remplissais en fait avec mon tuyau de remplissage classique que j'utilise pour tous mes bacs, pour tous mes changements d'eau. Donc ça ne me posait jamais de problème. Je faisais mes changements d'eau comme ça tous les jours et c'était très très bien. Sauf qu'un jour, il est 22h30 à peu près dans la pièce, je fais mon changement d'eau, je me mets à remplir donc, la cuve tampon parce que du coup la cuve elle fait à peu près 250 litres, donc j'enlève 70 litres. Donc il faut que je remette 70 litres, donc je relance la pompe, etc. Sauf qu'entre temps, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je suis parti de la pièce. Voilà. Je reviens 1 heure plus tard. Et en fait, 1 heure plus tard, quand je reviens dans la pièce, coupure de courant. Voilà. Plus de l'eau partout. Vraiment, je rentre dans la pièce, je vous jure, j'ai mis le pied sur Sado. Hein, dramatique. Donc là, tout de suite, je me dis, voilà, il y a eu un truc à déborder. Tout de suite, je vois le bac dans le fond qui déborde. Je me dis, voilà, j'ai été débile, j'ai été stupide. J'ai oublié de la fermer. Donc tout de suite, hop, je vais fermer, je remets le courant. Parce qu'en fait, les éclaboussures, quand la cuve, vu qu'elle est tout en haut, en coulant, les éclaboussures ont giclé partout, donc ça allait sur des prises, donc ça m'a coupé le courant. Donc j'ai pu rallumer quand même tout de suite, donc il n'y a pas eu trop de problème et tous les bacs se sont lancés. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la cuve où il y avait les alevins était juste en dessous la cuve tampon. Donc l'eau de la cuve tampon a en fait dégouliné petit à petit. Ce remplissage d'eau du robinet était froid, donc l'eau qui arrivait dans la cuve tampon, elle avait malgré être chauffée, au bout d'un moment, l'eau elle est froide. Elle a glissé en fait sur le bord, elle a coulé sur les parois des bacs des alevins. Et ça a fait un énorme choc thermique, l'eau était devenue gelée en 1 heure et donc tous les alevins étaient morts. Voilà, donc là ça m'a fait un choc. En plus de ça, ça aurait pu être encore beaucoup plus grave hein, parce que là je vous parle de la perte des poissons. J'ai perdu heureusement que ces poissons. Si j'avais pas eu la bonde au sol en fait sous mon 4000 litres qui m'a permis d'avoir une évacuation de l'eau, donc c'est à dire que j'avais que ça d'eau, hein, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'eau si j'avais pas eu l'évacuation. Je me serais retrouvé avec une inondation dans la maison en fait. C'est à dire que là j'ai le mur qui était joint sur ma maison, enfin sur la maison de mes parents. L'eau avait commencé à couler à travers le mur, donc on avait des flaques dans tout l'arrière-cuisine en fait. Et ça avait quasiment commencé à venir sur le parquet dans la maison. On en était à un niveau où j'aurais pas eu cette bonde au sol, j'aurais pu flinguer le parquet de ma maison. Ça aurait été beaucoup plus grave quoi. Encore une fois aussi, pareil, j'y suis allé assez vite, il n'y avait personne de levé à cette heure-là, à 23h30. Donc si moi j'étais pas revenu, ça aurait coulé toute la nuit, toute la journée. J'aurais peut-être pu perdre tous les poissons de la fish room, j'aurais pu perdre énormément de matériel avec les inondations. Enfin, ça aurait été vraiment dramatique. J'ai eu de la chance, voilà, dans un sens, à m'en rendre compte suffisamment rapidement. C'est une vraie inondation. Là, on parle pas juste d'une petite flaque ou quoi, ou d'un petit millimètre d'eau sur le fond d'un bac à péter. Hein. On est vraiment sur, je pense qu'il y a eu en 1 heure, j'ai quand même un gros débit. Hein. Je suis monté sur des gros tuyaux pour la fish room pour alimenter les changements d'eau et justement gagner du temps. Gagner du temps, ce qui m'a peut-être posé problème là. Voilà, je sais pas combien d'eau il y a eu, hein, mais c'était colossal. Je pense facilement 2000 litres, hein, peut-être 2 mètres cubes quand même. J'ai perdu tous ces jeunes, j'ai mis du temps à m'en remettre. Vous voyez, ça va faire quasiment 1 mois que ça s'est produit.
J'ai du temps d'en remettre parce que j'étais très fier de CF1, dans le sens où ça fait des années que je les reproduis, ça fait des années plutôt que j'élève des discus, des années que je reproduis des discus et j'ai jamais eu la chance d'avoir de la reproduction de discus sauvages. Parce que les discus sauvages, voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est bien plus compliqué d'avoir des couples de sauvages. Et donc voilà, j'étais très content, les poissons avaient très bien grossi, ils n'avaient pas de parasites, pas de déformés. Le couple n'avait pas de problème de peau, n'avait pas de parasites ni rien. Et donc, perdre tous ces poissons qui étaient en bonne voie de grossissement, en pleine santé, etc., ça m'a fait vraiment du mal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément le sourire à vous en parler parce que c'est encore un truc qui me touche. Ça a été, même si on va dire que c'était un mois de travail, c'est pas un mois de travail, on a perdu une cinquantaine de poissons, c'est quand même énorme. Bon, effectivement, à mon échelle, c'est beaucoup. À une échelle d'un professionnel, ce serait pas énorme. Je pense que des portées meurent tous les jours. C'est que des portées, c'est que des jeunes poissons, on va dire, c'est des juvéniles, il reste à 1 mois et demi quand même des très jeunes poissons très sensibles qui malheureusement auraient pu mourir d'un claquement de doigts. Mais moi, ça m'a quand même profondément touché. J'ai pas voulu remettre tout de suite les poissons en reproduction pour les laisser se reposer, etc. Et puis, il y a aussi ce paramètre-là où c'était pas sûr que les couples se repérennent à pondre. Parce que oui, des couples de discus sauvages ou n'importe quel couple de discus, parfois il y a une période en fait où ils vont être bien, ils vont pondre, parfois du jour au lendemain ça s'arrête. J'avais peur sur des discus sauvages qui sont un peu plus sensibles en plus, d'avoir vraiment cet effet où ça va s'arrêter d'un claquement de doigts et ça m'aurait vraiment fait chier. Évidemment, j'avais pas envie de rester sur un échec. Donc, j'ai laissé le temps faire pour que tout aille un peu mieux, que les poissons se reposent aussi entre temps. Ils sont passés dans le communautaire, ils ont pondu 2 fois dans le communautaire. Le problème, c'est qu'ils ont carrément dominé en fait tous les autres poissons. Ils ne pouvaient pas rester dans le communautaire qui ne fait que 680 litres. Malheureusement, c'est vrai que 600 litres, c'est le minimum pour maintenir des discus sauvages. Là, ils sont qu'en groupe de 6 en plus. Donc, malheureusement, quand il y a un poisson qui se domine, enfin un couple en tout cas qui domine les autres, ça devient problématique et donc là, il faut vraiment agir. Donc, du coup, je les ai repassés après donc 2 pontes quasiment, donc une quinzaine de jours dans les bacs de reproduction. J'ai laissé le temps faire. Au début, j'étais pas trop dans l'optique de vouloir faire des pontes tout de suite. Donc j'ai laissé durer un petit peu la chose, que les pontes continuent à se faire dans le bac communautaire. Je me suis dit, faut y aller à un moment donné, sinon je vais pas pouvoir sortir de F1 et j'aimerais beaucoup avoir des F1, c'est vraiment un challenge et ce serait vraiment une réussite pour moi. Donc c'était voilà, très important pour moi et pouvoir me dire enfin j'ai réussi en fait d'aller au bout, de pouvoir dans un sens quand même conserver une souche de poissons sauvages. Malgré tout, on élève des poissons sauvages, on les retire de leur milieu et c'est vrai qu'on a quand même cette volonté de pouvoir réussir à les préserver un minimum. On est tous des passionnés avant tout et forcément voilà, c'est une satisfaction personnelle, une vraie satisfaction personnelle et donc j'avais envie d'aller au bout de ceci. La cuve qui est juste ici, c'est la cuve tampon dont je vous parlais. En fait, on a cette cuve là et celle-ci, donc là où il y a les jeunes, je vais essayer d'éviter de trop mettre la main parce que la femelle est très agressive. Et donc forcément le problème c'est qu'elle va perturber les jeunes, enfin elle va taper partout. Donc on a la cuve avec les jeunes, enfin les parents et les alevins dedans. Et puis on a la cuve tampon ici qui me sert à pouvoir faire mes changements d'eau au début quand ils sont de cette taille là, pour garder la meilleure qualité d'eau sans perturber le couple des parents, enfin sans perturber les parents. Et donc ces deux cuves là sont reliées à la décantation qui est juste en dessous. Très simple comme fonctionnement. Il n'y a rien de miraculeux, on aurait pu faire dans d'autres cuves différentes. Maintenant, la cuve est suffisamment petite, ce qui permet justement aux jeunes et aux parents d'être relativement proches des alevins. C'est très intéressant. Ça, voilà, pour moi, c'est le bon compromis. Là, les alevins, ils sont en nage libre depuis hier. Donc, ça fait très peu de temps. Enfin, même pas, la nage libre hier était très légère. Ils avaient beaucoup de mal à se déplacer. Ça a vraiment débuté aujourd'hui. On voit les jeunes autour des parents, c'est magnifique. On a énormément de jeunes par rapport à la dernière fois. On a au moins une centaine de petits. Je pense même plus aux alentours des 120. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de jeunes. Il y en a au moins plus du double de ce qu'il y avait la dernière fois. Donc c'est vraiment colossal. C'est une très grosse ponte. Je suis très content. Pour des couples de parents sauvages, en plus, c'est vraiment magnifique. Je suis très fier d'avoir réussi encore une fois cette ponte. Maintenant, on n'est pas du tout arrivé au bout parce que oui, il y a un problème dans cette ponte-là qui risque peut-être de causer la mort de l'entièreté de la portée. C'est tout simplement la femelle qui, en fait, à force de transiter, je pense, à force de fatigue, à force de déplacement des cuves, parce qu'elle a quand même perdu ses jeunes qu'elle a portés pendant plus d'un mois. Elle a fait plusieurs pontes, etc. Donc ça l'affaiblit, tout ça corporellement parlant, pour le poisson, c'est compliqué à assumer. Elle est en train de me faire un début de flagelle, donc on a quelques trous dans la tête. Malheureusement, c'est des choses que j'aurais traitées très facilement avec de l'échaxamita par exemple, quand on est dans des phases très précaires comme ça, ou alors avec du métronidazole dans la pâtée. Mais le problème, c'est que là, dans une cuve de reproduction comme ça, c'est très compliqué de les traiter. Je ne peux pas me permettre de traiter le couple comme ça, parce qu'en fait, si je traite avec une molécule, un médicament, ça va venir perturber l'eau, donc potentiellement causer de la perte. Donc voilà, c'est très compliqué et malheureusement, je ne peux pas improviser et soigner les parents. Donc j'espère que ça va le faire. Dès que possible, je vais faire évidemment un petit traitement dans la nourriture ou quelque chose comme ça. Là, dans l'immédiat, je ne peux pas.
Donc je fais avec, mais j'espère que je vais pouvoir essayer de faire quelque chose et que la femelle va essayer de se remettre bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai amélioré depuis la dernière fois? Comme je vous en parlais, j'ai perdu quelques jeunes pendant les premiers jours de la ponte parce qu'en fait l'aspiration, donc en gros je vais prendre cette cuve là tampon pour pas perturber la femelle. En fait vous avez donc l'arrivée d'eau qui se fait par là. Et vous avez ici la descente en fait d'eau que vous ne voyez pas. De l'autre côté, du coup, je mets habituellement un petit filtre en maille, qui est un truc AliExpress que vous trouvez vraiment, ça coûte pas cher du tout, c'est super efficace. Et souvent, c'est ce que les éleveurs utilisent. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, les premiers jours de nage libre, les poissons n'acceptaient pas ça. En fait, le premier jour de nage libre, de nage libre, ou en tout cas quand ils commencent à se décoller du cône, ils sont encore trop petits et ils arrivent à se faire aspirer sur la maille. Et s'ils sont aspirés dans la maille, le problème c'est qu'ils meurent. Ça fait des espèces de bouchons de d'alevin et en fait, ils se colmatent dessus et ils meurent dessus. Donc, j'ai pris une technique de chez Pio Warski que j'ai vu dans une de ses vidéos qu'il avait postée sur YouTube. C'est tout simplement de prendre un passe-paroi, de mettre sur ce passe-paroi, comme vous pouvez le voir ici à l'intérieur, un petit filet, une espèce de chaussette à maille fine de 20 microns, qui est très fine, mais qui est à maille fine, mais qui est aussi très fine, donc l'eau passe assez facilement. Et à l'intérieur, pour tenir la structure, de mettre un fil de fer qui permet de bien tenir la maille et qu'il y a pas mal de passages d'eau. Et franchement, ça marche nickel. J'ai eu aucun bébé qui est mort là-dedans. Donc du coup très efficace, j'aurais pas pensé que c'était d'ailleurs si efficace, mais je suis d'ailleurs du coup très content de cette technique et je pense que je vais la utiliser dans tous mes bacs. Et donc si je peux vous donner une petite astuce, je pense que ça ce sera pas mal. Comme vous pouvez le voir, le bac n'est pas parfaitement propre tout simplement parce que quand on est dans les premiers jours de nage libre comme ça, perturber les parents en nettoyant le bac c'est pas du tout une bonne idée. En plus par exemple les petites algues qu'on va avoir sur la vitre, si je les enlève, ça va créer de la pollution encore plus. Donc c'est pas top du tout pour le moment. L'idée c'est d'enlever les algues puis ensuite de siphonner etc. Là je veux pas le faire, j'attends évidemment le temps que les parents se stabilisent un peu plus. Les changements d'eau vu qu'on est dans le deuxième jour de nage libre vont être faits qu'à partir de demain voire après-demain et encore peut-être pas demain, je pense encore après-demain pour éviter de perturber trop les parents. Et à partir de ce moment-là on fera des gros changements d'eau, donc je vais changer entièrement l'eau en fait de la cuve tampon au début. Et ça va me permettre de commencer les changements d'eau petit à petit. Je vais les nourrir dans 2 jours de Nopli-Artemia. Donc là, grosse distribution de Nopli-Artemia. L'idée, c'est qu'ils commencent à s'acclimater avec les Nopli-Artemia. Même s'ils n'en mangent pas, l'idée, c'est qu'ils commencent à les découvrir. Donc on va en mettre pas énormément, mais en tout cas au moins 5-6 fois par jour des petites quantités pour qu'ils commencent à savoir ce que c'est. À partir de ce moment-là, on va voir qu'ils vont commencer à manger. Donc au bout de 2 jours à peu près, on va commencer à vraiment bombarder en grande quantité pour que les petits aillent manger les Nopli-Artemia. Après, rien de miraculeux, voilà, changement d'eau tous les jours. Des Nopli-Artemia une dizaine de fois par jour, et puis petit à petit nourrir avec des granulés, de la pâté maison, etc. Il n'y a pas de miracle, je ne veux pas réinventer l'élevage de discus. Maintenant, pour l'histoire de la cuve tampon qui est juste là, que vous pouvez deviner un petit peu, hein, c'est-à-dire, donc vous voyez bien que l'eau en fait a coulé comme ça pour tuer les alevins qu'on avait dedans. Et donc la cuve tampon, on va mettre un système avec un système de flotteurs pour venir couper l'arrivée d'eau. Donc c'est un nouveau système que je vais mettre en place là prochainement pour cette portée-là du coup, pour éviter d'avoir ce genre de risque-là, parce que là encore une fois on a perdu les poissons, la portée de poissons, donc 1 mois et demi de travail perdu, des poissons en bonne santé de perdu, etc. Très triste, plus un peu de dommages par terre, mais rien de très grave. Mais ça aurait pu être encore plus grave si j'étais pas revenu dans un fish room 1 heure après. Donc encore une fois, il faut mettre des solutions pour corriger ça. Et maintenant il y a d'autres choses que j'aurais envie de vous mettre en avant si vous faites de l'élevage et de la reproduction de discus. C'est par exemple un capteur de niveau d'eau, donc par exemple dans la décantation, pour être sûr de ne pas avoir trop de perte d'eau en cas d'accident et autres, de casse du bac, etc., que vous puissiez vite réagir. Ce serait un thermostat qui va biper ou donner une alarme sur votre téléphone. Il y en a plein qui existent différents s'il y a des problèmes de température. Moi déjà je suis passé sur les chauffages titane pour la reproduction parce que ça permet d'être plus fiable. Mais en plus de ça, je trouve que ce serait intéressant de mettre un thermostat avec signal sonore en cas de problème. Et ce système de flotteur pour le changement d'eau qui va me permettre d'avoir un changement d'eau plus fiable. Et tout ça, c'est des éléments qu'il faut améliorer. Cette vidéo avait vraiment pas pour but de me plaindre, simplement d'exprimer un peu ce qui s'est passé, la façon dont l'accident s'est produit, que je regrette et que je suis très triste parce que cette portée-là, j'y tenais beaucoup. Vous avez vu, en plus, les poissons étaient magnifiques. En tout cas, on apprend tous de ses erreurs. Je considère qu'on a le droit à l'erreur, surtout en aquariophilie. Quand malheureusement on travaille avec du vivant, donc l'erreur ne devrait pas arriver. Mais les erreurs, ça n'arrive pas que dans des mondes idylliques et dans des utopies. Tout aquariophile a déjà fait des erreurs, en tout cas si vous avez plus d'un aquarium. Je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre, comme dans tous les domaines. Maintenant, fort de cette expérience, du coup, je vais mettre beaucoup plus de systèmes de sécurité en place. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, c'était beaucoup de blabla. J'avais envie de vous parler de cette erreur, j'avais envie de vous parler d'élevage de discus sauvages. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab, à bientôt.